Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Ok, imaginons, votre mari vous trompe pendant 7 mois, rentre à la maison un jour, s'assoit à la table de la cuisine, et au lieu de, je ne sais pas, ressentir de la honte comme une personne normale, il est en fait fier de lui. Comme s'il pensait sincèrement mériter un trophée. Une médaille de participation pour avoir fini par dire la vérité. Et ça, c'est juste le début de l'histoire. Parce qu'apparemment, ce n'était pas assez dramatique. Alors qu'est-ce que cet homme fait ensuite? Il simule un coma. Oui, un faux coma, complètement élaboré. Avec des ballons. Et un gâteau. Je n'invente rien. Et sa famille? Totalement partante. Comme s'ils s'étaient tous réunis pour se dire, oui, c'est le plan, c'est celui-là. Maintenant, je veux que vous soyez vraiment attentifs parce que la réaction de cette femme face à tout ça? Absolument légendaire. Allez, on y va. Mon mari a avoué une infidélité de 7 mois et a qualifié son honnêteté de cadeau, puis il a simulé un coma après un accident pour que je le reprenne. Moi, 33 ans, femme, j'étais marié à mon ex, 35 ans, homme, depuis 6 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans avant cela, soit un total de 10 ans. Complètement gâché par cette ordure sans valeur qu'il est. Cela s'est produit il y a environ 18 mois, quand les problèmes ont commencé petit à petit. Il a commencé à me mentir à propos de soi-disant imprévus de dernière minute qui l'obligeaient à rester tard au travail, aider un ami, ou encore sauver un chaton blessé et être retardé. Bon, la dernière partie n'est pas vraie, mais parmi tous ces mensonges, je suis sûr qu'il y en avait un du genre. Un jour de mars l'année dernière, mon ex est rentré tôt. Je préparais des pâtes dans la cuisine quand il est entré et s'est assis à table sans dire bonjour. Il était sérieux et restait là à fixer ses mains. Des mains qui n'avaient rien d'intéressant, puisqu'elles étaient celles qu'il utilisait pour toucher le corps d'une autre femme. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit qu'il devait me parler. Il voyait quelqu'un d'autre, une assistante juridique, que j'appellerais la maîtresse de mon ex, qui travaillait dans l'immeuble voisin. Cela durait depuis 7 mois, et il m'a donné des détails que je n'avais pas demandé, comme où ils allaient déjeuner et combien de fois ils se voyaient par semaine. Il disait être honnête volontairement parce qu'il ne pouvait plus vivre avec la culpabilité, pas parce qu'il se souciait de moi. Et pour couronner cet acte de stupidité, il était fier de lui pour avoir été honnête. Son raisonnement tordu était que la plupart des hommes auraient continué à mentir, mais que lui ne pouvait pas me faire ça parce qu'il m'aimait. Il a même utilisé le mot « respect » pour parler de moi. Je suis sûr qu'il me respectait énormément quand il manquait de respect à sa maîtresse dans un lit quelconque. Il a aussi mentionné que maintenant que tout était sur la table, nous pouvions travailler sur notre mariage et le rendre plus fort, plus authentique. Et le meilleur dans tout ça? Il avait déjà rompu avec sa maîtresse ce matin-là, donc il était complètement libre pour travailler sur nous. Je lui ai répondu que nous pouvions travailler, mais sur le divorce, parce que je n'allais pas rester marié à une tentative d'être humain. Je lui ai dit que j'allais chez ma sœur pour la nuit, et autant de nuits que nécessaire. Il avait l'air confus, comme s'il s'attendait vraiment à une autre réaction, comme s'il s'était imaginé que j'allais courir vers lui, l'embrasser et lui dire que je l'aimais pour être un si bon mari. Il m'a demandé si nous pouvions en parler d'abord. Je l'ai regardé comme s'il était stupide, ce qu'il était, honnêtement, et je suis parti sans répondre. Ma sœur, plus jeune que moi, 29 ans, vivait de l'autre côté de la ville avec son mari, Tyler. Quand je suis arrivé chez elle ce soir-là, tout était déjà prêt, car je l'avais tenu informé par téléphone avant d'arriver. Tyler est resté dans la chambre pour nous laisser de l'espace. Je suis retourné à l'appartement 2 jours plus tard, pendant que mon ex était au travail, pour récupérer tout ce que je pouvais mettre dans ma voiture, vêtements, livres, mon ordinateur portable, quelques ustensiles de cuisine que ma grand-mère m'avait donnés. Je n'allais pas laisser ce trompeur se nourrir avec les objets de ma grand-mère, qu'il crève de faim. Si ma grand-mère était encore en vie, elle aurait probablement cuisiné avec elle et lui aurait jeté à la tête encore brûlant. Mon ex m'a appelé 17 fois ce jour-là après avoir remarqué que des choses manquaient. Je n'ai jamais répondu. Il a envoyé des messages disant que nous devions parler comme des adultes, car selon lui, il m'avait fait un magnifique cadeau, le cadeau de la vérité. Je lui ai répondu avec un cadeau, une photo de mon majeur levé. Il a continué à écrire que je jetais une décennie pour quelque chose qu'il considérait comme réglé. Je l'ai bloqué et je suis resté chez ma sœur. En moins d'une semaine, mes parents se sont mêlés de l'affaire. Ma mère m'a appelé pour dire qu'elle avait parlé à mon ex, qu'elle s'était renseignée sur les affaires de ma grand-mère, et qu'elle était rassurée quand je lui ai dit que j'avais tout pris. Ce sont des choses importantes pour la famille. Elle a dit qu'il était dévasté, ce qui était le minimum après ce qu'il avait fait. Mon père m'a appelé séparément pour demander s'il devait aller lui parler, de beau-père à gendre. Ce n'était pas nécessaire, mais je garderai ça en tête. Les parents de mon ex ont aussi appelé. Sa mère m'a laissé un message vocal disant que 7 mois, ce n'était pas si grave, affirmant que chaque mariage a ses hauts et ses bas. Son père m'a envoyé un email avec pour objet « Réfléchis bien à ça », dans lequel il énumérait toutes les raisons pratiques pour lesquelles divorcer était une mauvaise idée. Certaines étaient raisonnables, même si elles n'allaient pas me faire changer d'avis, comme la stabilité financière, les biens communs, la honte d'en parler à la famille élargie. Et d'autres, comme dire que je ne trouverais pas un autre homme comme lui,
Parce que la situation est difficile pour les femmes. Mon beau-père pensait que le fait d'avoir un bon travail et d'être attirant le rendait rare. Ma réponse a été, cher futur ex-beau-père, je serais ravi de pouvoir bientôt vous appeler ex-beau-père. Concernant votre inquiétude de ne pas trouver quelqu'un comme mon futur ex, soyez assuré que si je vais à la décharge locale, je pourrai trouver des choses bien supérieures, avec la possibilité de choisir les couleurs et les tailles à ma guise. Sans rien ajouter de plus, je vous adresse mes salutations distinguées et vous souhaite d'aller avoir des relations sexuelles avec votre mère. J'ai engagé un avocat et j'ai lancé la procédure de divorce. Mon ex ne s'y est pas opposé, ce qui m'a surprise, car il avait été très insistant jusque-là. Tout le processus a pris 4 mois, car nous devions tout partager. L'appartement était à nos 2 noms, donc nous l'avons vendu. Nous avons partagé l'argent en 2. Nous avons divisé nos comptes d'épargne. Nous avons échangé des tableaux Excel via nos avocats pour décider qui gardait quel meuble. J'aurais pu céder sur certaines choses, mais je voulais être mesquine, même pour savoir qui obtenait une simple épingle. Une fois le divorce finalisé, j'ai pris un logement aussi loin que possible de là où nous vivions, pour mettre de la distance entre nous. Il n'y habitait plus, mais je voulais être aussi loin que possible de cet endroit. J'ai changé de numéro, je ne l'ai donné qu'à ma sœur, mes parents et quelques amis proches. Presque au même moment que la procédure de divorce, mon père venait d'être diagnostiqué d'une leucémie. Son médecin a dit que le traitement durerait au moins 1 an. Ce n'était pas une période agréable, même si je la raconte maintenant avec légèreté. Les mois ont passé et je me suis habitué à vivre seul. Je travaillais, je rentrais, je regardais la télévision et j'allais me coucher. Le week-end, j'allais dans des musées d'art ou je lisais dans des cafés. Ma sœur venait dîner 1 fois par semaine, et j'allais aussi voir mes parents pour leur cuisiner, car ils avaient déjà assez à gérer avec la santé de mon père. Ma vie était calme, mis à part la maladie. Puis, presque 4 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la mère de mon ex, pleurant si fort que j'avais du mal à la comprendre. Elle a dit que cette ordure avait eu un accident, et que c'était très grave. Mon ex rentrait du travail quand un camion a grillé un feu rouge. Sa voiture s'est retournée. Il était en soins intensifs à l'hôpital et dans le coma. Les médecins ne savaient pas s'il allait se réveiller. Pour rendre cette histoire encore plus terrible, avant de perdre connaissance sur les lieux, il a prononcé mon nom. Il demandait après moi, car j'étais la seule personne qu'il voulait. Ma réponse a été simple, je ne suis pas médecin et je ne peux rien faire. S'il est dans le coma, il ne saura pas que je suis là non plus, donc ne m'appelez plus jamais pour m'embêter. Puis j'ai raccroché. Ensuite, j'y ai repensé et j'ai appelé un ami commun pour en parler. Il n'avait aucune idée de cet accident, mais il a prévu d'aller à l'hôpital pour voir comment il allait. Quand il est arrivé et a demandé à l'accueil, la réceptionniste a tapé son nom dans l'ordinateur. Aucun patient ne portait ce nom. Elle a vérifié plusieurs fois, rien. Personne avec ces informations n'avait été admis dans la semaine. Mon ami est allé vérifier dans d'autres hôpitaux de la région, mais il n'y avait personne portant ce nom. J'aurais bien demandé s'il y avait un certain Monsieur Deschet, mais le résultat aurait probablement été le même. Cet ami a appelé la mère de mon ex. Elle lui a dit qu'elle espérait que j'irais au restaurant près du premier hôpital et qu'il devait me transmettre le message. Il l'a fait, mais je n'y suis pas allé. En revanche, lui s'y est rendu pour comprendre ce qui se passait. Et je dis, ami, maintenant, parce qu'après ça, je ne pense pas que ce soit encore un ami commun. C'était un petit restaurant italien avec des tables à l'extérieur. J'ai reçu des photos et le récit de tout ce qui s'est passé. Il y avait une banderole accrochée au plafond avec écrit « Bon retour » et des ballons attachés aux chaises. Un gâteau était au centre de la table avec un glaçage blanc. Les parents de mon ex se tenaient près du gâteau, et mon ex était assis en bout de table, parfaitement en bonne santé. Pas une égratignure. Tout le monde s'est tourné vers mon ami quand il est entré, car il m'attendait. Mon ex s'est levé pour demander pourquoi il était là et ce qui m'était arrivé. Sa mère a expliqué qu'elle avait parlé avec lui. Ils ont alors expliqué que c'était un test, si je courais à l'hôpital en pensant qu'il allait mourir, cela signifiait que je l'aimais encore. Désolé, j'imagine que j'ai échoué. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était la meilleure façon de me montrer que j'étais censé être avec mon ex, mais mon ami avait tout gâché en venant à ma place. Il aurait dû me convaincre d'aller au restaurant au moins. Mon ami a cru être dans la 4e dimension, alors il a fait demi-tour et est parti. Mon ex a demandé s'il allait me chercher, mais n'a reçu aucune réponse. Peu après, j'ai reçu tous les détails et les photos de l'embuscade à laquelle je n'ai pas assisté. 2 semaines plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte un samedi matin. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes ex-beaux-parents. Je n'ai pas ouvert et ils ont insisté encore et encore. Il faisait froid dehors, surtout quand on reste debout pendant 20 minutes. Ils ont commencé à crier qu'ils savaient que j'étais là, mais qu'ils ne voulaient pas faire de scène, donc il valait mieux que j'ouvre. Maudit voiture garée devant la porte. J'ai pris une autre voie et répondu qu'ils s'étaient trompés de maison. Et ils m'ont cru, parce qu'ils ont dit qu'ils me cherchaient et pensaient que la voix était celle d'une colocataire. Ma colocataire, c'est-à-dire moi avec une voix enrouée, leur a dit que personne de ce nom ne vivait ici. Ils ont insisté qu'ils avaient la bonne adresse et espéraient que je les laisserais entrer pour parler, car il faisait un froid glacial dehors. Ma
colocataire, leur a dit de partir, sinon elle appellerait la police, puisqu'elle ne les connaissait pas et ignorait leurs intentions. Ils sont restés là un moment et ont eux-mêmes appelé la police. Quand les agents sont arrivés, ils leur ont dit que ma colocataire refusait de les laisser me voir. La réponse a été qu'ils ne pouvaient rien faire, mais ils ont insisté. Finalement, les agents ont accepté de frapper à ma porte pour demander ce qui se passait. Mais je ne voulais pas sortir ni utiliser ma vraie voix pour que mes ex-beaux-parents confirment que j'habitais là. Je ne sais pas comment ils ont trouvé mon adresse, mais ils étaient là. J'ai repris la voix de ma fausse colocataire et j'ai dit que je ne connaissais pas ces gens, qu'ils étaient là depuis longtemps et refusaient de partir. Au final, les policiers se sont excusés auprès de moi et leur ont demandé de partir. Même s'ils continuaient à crier que j'étais à l'intérieur. Je ne sais pas exactement pourquoi ils sont venus, mais j'imagine que cela a un rapport avec la grande réconciliation avec le tas d'ordures qu'ils appellent leur fils. Ce qui est logique, 2 tas d'ordures ont engendré un tas d'ordures encore pire. Pour l'instant, je compte améliorer ma fausse voix et être très prudente quand je sors, je ne veux pas subir une embuscade devant chez moi. Heureusement, j'ai un voisin avec des caméras, avec qui j'ai échangé nos numéros pour des raisons de sécurité lorsque j'ai emménagé, et je compte sur lui pour garder un œil sur la situation. C'est un homme plus âgé qui se comporte comme le policier du quartier, surveillant tout ce qui paraît suspect. Il a été policier dans sa jeunesse, donc certaines habitudes ne disparaissent pas facilement. Mise à jour 1. Ni vous ni moi ne nous attendions à ce que les choses deviennent calmes. Ils ont simulé un faux accident où mon ex était censé avoir plus d'activité cérébrale que d'habitude parce qu'il était dans le coma, donc je ne m'attendais pas à ce qu'un simple contretemps, comme ne pas me trouver à la maison, les arrête. Après que mes ex-beaux-parents ont quitté ma maison ce jour-là, je n'ai eu aucune nouvelle pendant environ un mois. Pas d'appel, pas de message, personne à ma porte, aucun signalement de mon voisin. C'était le mois le plus calme que j'avais eu depuis des années, ce qui était étrange et suspect. Puis, un soir, j'ai reçu un email. Il venait de mon ex. L'objet était simplement mon nom. Je l'aurais supprimé si j'avais eu quelque chose de plus intéressant à faire. Il a écrit 4 paragraphes pour me dire que ce qu'ils avaient fait au restaurant était mal. Il s'était convaincu que c'était une bonne idée parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de m'atteindre, que les moments difficiles exigeaient des mesures difficiles. Il a écrit qu'il avait détruit la meilleure partie de sa vie en me trompant, puis détruit ce qu'il en restait en mettant en œuvre ce petit mensonge. Oui, il a écrit « petit mensonge ». Il ne me demandait pas de lui pardonner ni de répondre, il le faisait seulement parce qu'il me devait la vérité. Il me doit toujours la vérité, mais sans jamais faire les choses correctement, comme ne pas tromper et ne pas mentir dès le départ. Il a admis que c'était lui qui avait proposé l'idée à ses parents, eux voulaient simplement m'inviter à dîner pour parler, mais il savait que ça ne fonctionnerait pas. C'est lui qui a suggéré quelque chose de plus dramatique. Il pensait que si je le voyais dans une position vulnérable, cela me rappellerait les bons moments. Le dernier paragraphe disait qu'il déménageait pour un nouveau travail, et qu'il espérait que je trouverais quelqu'un qui me traiterait comme je le mérite. La dernière chose qu'il avait écrite était qu'il était désolé pour tout. J'ai lu l'email 2 fois parce que, malgré tout, cela semblait être la chose la plus décente qu'il ait faite pendant toute cette période, et j'avais du mal à y croire. Je n'ai pas répondu, bien sûr. Quelques semaines après cet email, ma sœur m'a écrit. Le message disait « Taylor et moi sommes séparés. Quand tu es libre, appelle-moi, j'ai besoin de te parler. » Comme elle avait été un grand soutien pour moi pendant mon divorce, c'est la première chose que j'ai faite après avoir lu son message. Je l'ai appelée et elle m'a invité chez elle pour pouvoir parler plus calmement, même si elle semblait bouleversée, ce qui est compréhensible. Une grande partie de la responsabilité de leur séparation et de leur futur divorce est liée à moi. Taylor avait commencé à dire que l'attitude de mon ex, en me révélant la vérité, n'était pas si mauvaise, et qu'il pensait comme mon ex qu'il est difficile de trouver un homme sincère. Il ne lui avait pas dit cela pour ne pas lui donner encore plus de raisons de réfléchir. Mais finalement, elle a découvert que c'était Taylor qui avait donné mon adresse à mes ex-beaux-parents, alors elle l'a mis dehors environ 20 minutes après ses aveux. Ça aurait pu être plus rapide, mais elle a d'abord pris le temps de lui dire ce qu'elle pensait de lui. Cela ne faisait même pas 2 heures qu'elle l'avait expulsé de la maison. Nous avons parlé très tard ce soir-là. Il y avait d'autres problèmes dans leur couple, mais son comportement récent lui faisait penser qu'il pouvait la tromper, et l'histoire de mon adresse a été la goutte de trop. Il savait même pour l'appel de l'hôpital. En avril, mon père a terminé son dernier cycle de traitement. Le cancer est entré en rémission. C'était une bonne nouvelle parmi toutes les mauvaises nouvelles que notre famille reçoit ces derniers temps. Ma sœur a attendu ce moment pour annoncer à nos parents qu'elle allait divorcer. Comme prévu, ils étaient en colère contre Taylor. Plus tard ce mois-là, je sortais de mon immeuble de bureau quand j'ai vu le père de mon ex dehors. Il était appuyé contre le mur. Je me suis arrêté et j'ai envisagé de retourner à l'intérieur, mais il m'avait déjà vu. Il a dit qu'il voulait s'excuser, que ce qu'ils avaient fait était mal et qu'il y pensait depuis des mois. Je lui ai demandé pourquoi il me disait ça, et il a répondu que c'était parce que mon ex avait déménagé et coupé les contacts avec eux. Mon ex les blâmait d'avoir ruiné toute chance que je lui parle à nouveau. Sa femme était dévastée parce que leur fils ne répondait plus à ses appels. Je ne voulais pas aller vers ma voiture pour qu'il ne sache pas que c'était la même que celle devant la maison ce jour-là,
donc je suis retourné à l'intérieur et j'ai attendu qu'il parte. Ensuite, je suis sorti, j'ai fait un détour au cas où il me suivrait, puis je suis retourné à ma voiture. Ce qui est étrange, c'est que mon ex m'a écrit pour assumer la responsabilité, mais selon ses parents, il les blâme. Ma sœur demande le divorce, les démarches ont déjà commencé. Je ne pense pas qu'elle aura la chance que j'ai eue que tout soit rapide, Taylor rend les choses difficiles. Mais ma sœur est prête à divorcer, nos parents la soutiennent, et je suis là pour elle. D'accord, attendez, c'est moi. On peut prendre un moment pour s'arrêter sur quelque chose d'un peu inconfortable? Tyler. Le mari de sa sœur. L'homme qui était à l'accent grave ce soir-là, quand elle est arrivée à la porte, le cœur brisé, avec toute sa vie dans sa voiture. Il a vu ça. Il a été témoin de cette douleur de près. Et ensuite, il s'est retourné et a donné son adresse aux personnes qui essayaient de la manipuler pour qu'elle retourne dans cette situation. Ce n'est pas une petite erreur. C'est une trahison à l'intérieur d'une trahison. Et voici la partie qui fait vraiment mal, en privé, il était d'accord avec l'ex. Il pensait que cette idée de « l'honnêteté comme un cadeau » n'était pas si mauvaise. Ce qui veut dire qu'il s'asseyait en face de sa femme, la regardait soutenir sa sœur dans l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, et intérieurement, il se disait. En vrai, le mari n'avait pas totalement tort. Certains hommes croient sincèrement que le fait d'avouer rend l'infidélité pardonnable. Et ils gardent cette conviction pour eux, jusqu'à ce que quelque chose la révèle. La vérité inconfortable, c'est que parfois, les personnes assises juste à côté de vous dans vos pires moments ne sont pas totalement de votre côté. Elles sont simplement présentes. Et être présent, ce n'est pas la même chose qu'être loyal. Sa sœur l'a découvert juste à temps. De justesse. Mise à jour 2. Ma sœur est déjà divorcée, et elle a aussi rencontré quelqu'un de nouveau. Il s'appelle Pat, et elle l'a déjà invité à dîner à la maison plusieurs fois. Il a l'air d'être un homme bien, puisqu'il est d'accord pour dire que Taylor et mon ex étaient une paire d'idiots. Une opinion partagée par beaucoup ici, d'après ce que j'ai lu dans vos commentaires. Au début de ce mois, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu un message sur Facebook de la maîtresse de mon ex, l'assistante juridique avec qui il avait eu une liaison. Je n'avais pas pensé à elle depuis plus d'1 an. Le message disait qu'elle avait découvert ce qui s'était passé au restaurant. Elle voulait que je sache que mon ex lui avait menti aussi. Il lui avait dit que j'étais en train de le quitter et que notre mariage était déjà terminé quand ils ont commencé à se voir. Elle n'a appris la vérité que des mois après la fin de leur relation. Elle se sentait très mal et voulait s'excuser. Je n'ai pas répondu à son message, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Je l'ai simplement laissé dans ma boîte de réception. Plus tard dans le mois, la mère de mon ex a essayé de m'ajouter sur LinkedIn. J'ai refusé la demande. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un message sur une autre plateforme avant que je puisse aussi la bloquer. Elle disait qu'elle priait pour moi et qu'elle avait les meilleures intentions. Elle voulait simplement savoir comment j'allais parce qu'elle tenait à moi. Je l'ai bloquée. Ma sœur et Pat sont devenus sérieux très rapidement. Il a emménagé dans son appartement, ce qui ne m'inquiète pas parce qu'elle a l'air différente avec lui. Elle est plus calme et sourit beaucoup. Plus que lorsqu'elle était avec son ex et qu'ils étaient soi-disant bien. Un soir où nous avons dîné chez elle, je les ai vus cuisiner ensemble dans la cuisine. Ils se déplaçaient avec une telle aisance autour l'un de l'autre, comme s'ils faisaient ça depuis des années. Pat m'a demandé si je fréquentais quelqu'un, et j'ai répondu non. Il a dit que ce n'était pas un problème, mais que si je voulais tenter ma chance à nouveau, il avait des amis qui pourraient m'intéresser. Mais il ne m'a pas mis de pression, il a précisé que je pouvais prendre mon temps. C'était seulement si j'étais prête à rencontrer quelqu'un, car il est très exigeant dans le choix de ses amis. Je n'étais pas encore prête, mais sa question m'a au moins fait réfléchir. Ma famille et moi avons passé Noël ensemble chez moi. Nous avons cuisiné et regardé de mauvais films de Noël. Pat rendait visite à sa famille dans un autre état, donc nous étions entre nous. Mes parents le connaissent déjà et ils le trouvent bien. Mon père est un peu plus prudent après tout ce qui nous est arrivé, même si je pense qu'il finira par adopter Pat comme son fils. Avec mon ex et Taylor, ça ne collait pas vraiment. Ce n'était pas mauvais, mais il n'y avait pas grand-chose en commun, comme s'il y avait une barrière. Avec Pat, c'est différent, il y a une vraie alchimie. Bientôt, on les verra enlacés, en train de boire une bière ensemble. Heureusement, mon père est toujours en rémission, et espérons que tout continue ainsi lors de son prochain contrôle. En janvier, mon contrat de location arrivait à expiration. J'ai décidé de chercher un appartement plus sûr, dans un meilleur quartier. J'aimais l'idée de vivre dans une maison, mais cela demande beaucoup d'entretien, et c'est difficile de forcer ma voix pour en prendre une autre. Aussi parce que mes ex-beaux-parents ne connaîtraient pas cet endroit. Ma sœur m'a aidé à visiter des logements. Nous en avons trouvé un. Une chambre avec de grandes fenêtres et un petit balcon dans la pièce principale. J'ai signé très vite, de peur qu'on me le prenne. Pat nous a aidé à déménager mes meubles et ma sœur est allée acheter à manger pour que nous puissions faire notre premier dîner dans le nouvel appartement. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais heureuse d'être avec eux, soulagée ou apaisée, mais j'ai dit à Pat de choisir son meilleur ami, parce que j'étais prête à rencontrer quelqu'un. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de réfléchir, il avait la personne idéale pour moi. Nous n'avons pas encore eu notre premier rendez-vous, mais nous avons commencé à discuter après que Pat lui a donné mon numéro.
Il a l'air gentil et, d'après ce que Pat m'a dit de lui, c'est quelqu'un de bien. Au final, ce n'était pas aussi difficile que mes ex-beaux-parents voulaient le faire croire, même si je ne veux pas me précipiter avant notre premier rendez-vous. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 7 mois que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Il y a quelques mois, mon père a eu une alerte de santé. Il n'est pas sorti de rémission, mais quelque chose d'étrange est apparu dans un de ses examens et le médecin lui a demandé de faire d'autres tests. Heureusement, ce n'était rien, et nous nous sommes seulement inquiétés pendant quelques jours. Comme je l'avais prévu dans mon précédent message, mon père et Pat sont devenus de très bons amis, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma sœur commence à être jalouse que son petit ami passe autant de temps avec son beau-père, même si elle le dit en plaisantant. Je ne pense pas que notre père soit la meilleure influence pour Pat, qui semble être un homme vraiment bon, sans mauvaise intention. D'un autre côté, notre père, même si nous l'aimons beaucoup, peut-être un peu, disons, c'est mon père. Il aime jurer, alors que je n'ai jamais entendu Pat dire un seul gros mot. Ma sœur espère qu'il ne prendra pas ses mauvaises habitudes. De mon côté, je fréquente officiellement l'ami de Pat. Le premier rendez-vous s'est bien passé, et il y en a eu beaucoup d'autres ensuite. Pat a comme un label de qualité, quand il dit que quelque chose est bien et qu'il le garantit, on sait que ce sera le cas, que ce soit son ami, des restaurants qu'il nous a recommandés pour nos rendez-vous, ou même certains achats sur Amazon. Si Pat dit que c'est bien, autant se taire et payer. Précision, aucun argent n'a été échangé pour son ami. Récemment, ma sœur et Pat se sont fiancés. Elle m'a appelé immédiatement après qu'il lui ait fait sa demande. Elle pleurait et riait en même temps. Elle m'a dit que c'était à l'endroit où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Elle m'a déjà demandé d'être sa demoiselle d'honneur, même s'il n'y a pas encore de date. J'ai dit oui. C'est encore en phase de préparation, mais à l'entendre en parler, on dirait que le mariage a lieu demain. Elle a dit que ce serait petit, peut-être 40 personnes. Je lui ai déjà dit que j'avais besoin de temps pour acheter une robe, pas que ce soit pour la semaine prochaine. Heureusement, elle prend son temps. Elle doit aussi trouver sa propre robe, donc quand l'organisation du mariage commencera officiellement, nous irons en chercher ensemble. Pour l'instant, les préparatifs sont officieux. Maintenant, parlons de mon ex et de sa famille de fous complètement toxiques. Si vous vous souvenez de mes publications, la maîtresse de mon ex a essayé de me contacter. Elle m'a dit certaines choses, mais j'ai décidé de ne pas m'impliquer au cas où ce serait un piège. Ce qui n'était pas le cas, mais elle n'a pas insisté parce qu'elle pensait que j'étais en colère contre elle. En plus de me parler de mon ex et du fait qu'elle avait aussi été trompée, elle voulait que je l'aide dans une plainte contre lui. Quand mon ex m'a dit qu'elle travaillait dans l'immeuble près de son travail, il ne mentait pas, il a juste omis quelques détails importants. J'ai tout découvert quand j'ai été convoqué à témoigner dans le procès de sa maîtresse, que j'appellerai Monica. Quand mon ex a rompu avec elle pour me faire ce cadeau et travailler sur notre mariage, il s'est assuré que Monica ne travaillerait plus là-bas non plus. Là, nouvelle opportunité de travail et son déménagement. Mon ex a obtenu un nouvel emploi en dehors de la ville, parce qu'il avait été licencié. Mes ex-beaux-parents qui devenaient gentils et s'excusaient, ils voulaient m'avoir de leur côté pour que je ne témoigne pas. Évidemment, j'ai témoigné avec tout ce que je savais. Même si je ne peux pas donner de détails menant directement au délit, une partie de mon témoignage était importante pour la plainte de Monica contre lui. Il ne récupérera pas son ancien poste. Et en plus, même s'il en a déjà trouvé un autre, elle lui réclame une grosse somme d'argent. J'ai déjà témoigné, et maintenant Monica attend le verdict. Peut-être que lorsque tout sera terminé, je pourrai vous donner une mise à jour sur les conséquences pour mon ex. Le jour où j'ai dû témoigner, il était là, ainsi que ses parents. C'était inconfortable, mais pas au point de m'empêcher d'aider autant que nécessaire. Mes ex-beaux-parents financent la défense de leur fils, donc j'espère surtout qu'il perdra, qu'ils gaspilleront leur argent et que mon ex devra payer une somme énorme. Ce serait assez poétique pour cette famille toxique. Note, je ne peux pas donner beaucoup de détails sur l'affaire, car certaines informations permettraient de la retrouver facilement en ligne. Je peux seulement dire qu'elle a été licenciée après que mon ex l'ait accusée auprès de ses employeurs avec des mensonges très graves. Il l'a fait pour qu'elle ne soit plus là au cas où je lui donnerais une chance. Monica poursuit également ses employeurs pour licenciement abusif. Mais je sais que vous vous intéressez surtout à mon ex, donc je n'en ai pas beaucoup parlé. Si Monica gagne contre mon ex, elle gagnera très probablement aussi contre ses anciens employeurs. Mise à jour 4. Je vous apporte une dernière mise à jour, car beaucoup me l'ont demandé. Désolé de ne pas avoir répondu davantage, mais je ne pouvais pas aller voir le juge pour lui dire de se dépêcher de rendre son verdict juste parce qu'un groupe de curieux, dont je fais partie, voulait savoir ce qui se passait. Mon ex a été reconnu coupable et a dû payer des dommages et intérêts proches de 250 000 $. Ce n'est pas le montant exact, mais disons que je préfère rester prudente. Oui, c'est une somme à 6 chiffres, mais cela pourrait être un peu plus ou un peu moins. Quoi qu'il en soit, c'est une somme qui me semble énorme. Personnellement, je n'aimerais pas être à la place de mon ex face à la plainte de Monica. Rien que d'y penser, mon compte en banque souffre. Monica a également gagné son procès contre ses employeurs. Et le karma ne s'arrête pas là, car mon ex a été licencié de son nouvel emploi.
Une amie de Monica a appelé pour signaler son cas et informer son nouvel employeur de ses problèmes juridiques. Elle ne l'a pas fait anonymement, elle a donné toutes ces informations au cas où ils auraient besoin de la recontacter. Parfois, je suis assise ou allongée sans rien faire, et je repense à ce que ses parents, ou plutôt son père, m'avaient dit, que je ne trouverais pas quelqu'un comme mon ex. Et là, je me mets à rire comme une folle, parce qu'ils avaient raison. Ce serait très difficile de trouver quelqu'un comme mon ex, mais de toute façon, je n'en cherche pas un. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Par où commencer? Déjà, est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour apprécier cette femme? Parce que la plupart des gens à sa place auraient soit repris cet homme, soit passé des années à être amers et malheureux. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Elle a pris les ustensiles de cuisine de sa grand-mère, ce qui est, au passage, le détail le plus iconique de toute cette histoire, elle a demandé le divorce, bloqué tout le monde, et elle a simplement avancé. Calmement. Progressivement. Ça demande une force que, honnêtement, tout le monde n'a pas. Maintenant, parlons de l'ex. Parce que ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas seulement qu'il est trompé, malheureusement, ça arrive. C'est le niveau de déconnexion totale dans lequel cet homme vivait. Il a avoué volontairement, puis il a appelé ça un cadeau. Il croyait sincèrement que l'honnêteté après une trahison annulait la trahison elle-même. Ce n'est pas le cas. La transparence après les dégâts, ce n'est pas une vertu, c'est du contrôle des dégâts avec des étapes en plus. Et ensuite, simuler un coma? Avec une banderole, bon retour? Ça vous dit tout sur la façon dont cette personne voit le monde, tout est une stratégie, tout est de la manipulation déguisée en amour. Et ses parents, mon Dieu. Le père qui écrit un email pour expliquer pourquoi divorcer est une mauvaise idée, en ajoutant cette perle qu'elle ne trouverait pas quelqu'un comme lui, et quelques années plus tard, le karma a transformé ces mots en véritable blague. L'histoire de Monica est aussi importante ici, parce qu'elle montre que l'ex n'était pas seulement faible dans son mariage, il était prêt à détruire la carrière et les moyens de subsistance de quelqu'un pour se protéger. Ce n'est pas un homme qui a fait une seule erreur. C'est un schéma de comportement. La leçon que je retiens de toute cette histoire est assez simple, votre paix mérite d'être protégée, même quand tout le monde autour de vous traite de dramatique pour cela. Elle ne lui devait pas une conversation. Elle ne devait pas d'explication à ses parents. Et elle ne devait pas au monde une crise émotionnelle. Elle a simplement reconstruit sa vie en silence, laissé le karma faire son travail, et s'est retrouvée avec un nouvel appartement, un homme bien, et une place au premier rang pour voir 250 000 $ de conséquences. Poétique, honnêtement. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode de Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.